Ok, je rajoute dans le devis. Attends, si Salt and Pepper est en rupture. Oui, enfin, ça après c'est pas tout le temps vrai. Hein. Ok, je note. C'est quoi le truc avec le tambourin là? C'est rigolo. Bah ouais, en fait c'est vachement pratique. En gros, pour pas déranger les clients, Alice elle me parle avec des sonorités de tambourin. Et comme ça elle me donne des informations sans que les gens le sachent autour. Ah ouais, genre vous avez inventé un code et tout. Et exactement. C'est pratique. Vas-y, fais voir. Mais arrête de. Mais t'es tu un racontes taré. ce que tu racontes là? Quoi? Tu fais n'importe quoi. Tu sais Non, qu'on a des on gens- dit pas on a ça, des on est jeunes, filmé. Pardon. On est filmé, il y a des Non, gens qui mais- regardent. mais c'est Il y a hyper des choquant, là. enfants qui vont regarder. Désolé. Dans les commentaires, on va nous défoncer. Mais t'es où? On dit pas n'importe quoi. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Salut Alex. Salut. Est-ce que ça va bien? Oui. Top, j'espère que vous allez bien derrière votre écran également. Nous vous remercions pour les super retours que vous avez fait pour notre vidéo du top vente du mois d'octobre, puisqu'on a un petit peu changé la formule, parce qu'on a bien changé la formule, et ça vous a plu, et vous avez fait des retours, ça c'est très important, parce que eh bien, ça nous confirme qu'on doit garder cette formule, donc pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, allez la voir. Et en fait on a rajouté nos petits coups de cœur, alors c'est les coups de cœur du moment, c'est pas tous les coups de cœur de la boutique, en gros les coups de cœur c'est soit on met le petit cœur des cartes dessus, soit on met notre petit cœur, hop là, comme ceci par exemple, pour dire que tel vendeur a aimé tel jeu, voilà. Et donc on vous fait les petits coups de cœur du moment, et donc comme vous avez aimé, on les refera. Merci également pour tous vos retours sur la vidéo de 5000, c'est fou, et il continue d'y avoir des vues sur cette vidéo, on ne s'attendait pas autant de vues. Et merci à tous. Petit mot d'ailleurs pour la vidéo des 5000 abonnés, on nous a fait remarquer, à juste titre, qu'au tout début, donc on fait un petit clin d'œil, c'est la belette ludique, et qu'on ne disait pas à quoi ça faisait référence. C'est vrai que c'est un peu dommage, donc bien quand on fait une bêtise, que fait-on? Eh bien, on rattrape la boulette. Et en fait, tout simplement, c'est un clin d'œil au Renard Ludique. C'est une chaîne YouTube qui est vraiment top de top. C'est nous, en fait, si on a choisi de leur faire un petit clin d'œil, simplement parce que c'est une chaîne YouTube qu'on adore, qui nous est très utile parce qu'ils font des explications de règles au top. Et donc, en gros, c'est des reviews de jeux. Donc, ils choisissent un jeu, vous avez mis en place explication des règles très bien faites, et leur avis aussi en général, un avis assez éclairé, assez objectif, et surtout très bien développé. Donc je vous invite à découvrir cette chaîne, et puis à l'occasion, s'il y a un jeu dont on vous parle dans la vidéo et que vous trouvez ça intéressant, allez voir si il n'en parle pas, parce que c'est un vraiment super complément d'information. C'est le Renard Ludique. Et donc, on va commencer cette vidéo, non? Tout à fait. Allez, c'est parti. Nous allons donc commencer avec ce jeu. Namiji. Ah. En fin de vidéo, il y aura un focus sur Namiji, et ça c'est vraiment très cool. Merci Alice. Et donc, nous allons continuer avec Mind MGMT. Ça se prononce Mind Management en fait. Voilà. Oui. Un jeu d'espionnage psychique. C'est basé sur une bande dessinée. Si je dis pas de bêtises, l'auteur c'est Matt Kindt, et du coup on bénéficie de ses illustrations sur le jeu. Je n'ai pas lu, je ne connaissais pas. J'ai découvert en cherchant des infos sur le jeu. Il faut savoir que le monsieur là, Matt Kindt, donc a fait toute une série de bouquins comme ça, de comics, qui parlent d'histoire d'espionnage, de pouvoir psychique et tout. C'est une personne qui a bossé chez DC Comics, c'est une personne qui a bossé chez Marvel et même Valiant. Découvrez les comics Valiant, c'est hyper bien. Bref, de quoi ça parle? Eh bien, il y a un joueur qui va jouer un recruteur. Donc, un recruteur qui a été envoyé par Mind Management. Mind Management, sachez-le, c'est une sorte de super organisation qui contrôle un peu le monde, parce qu'ils peuvent effacer la mémoire des gens ou modifier la mémoire des gens. Donc, en fait, ils manipulent un peu tout ce qui se passe sur Terre. Nous, on joue des anciens de Mind Management, on est des rebelles un peu, on va essayer de trouver cette personne. Donc il y a une personne qui est le recruteur, qui va se déplacer sur le plateau pour recruter des personnages en fait, tout simplement. Et les autres joueurs sont alliés contre, donc c'est un jeu un petit peu façon La Bête ou Not Alone, avec du tous contre. Ce joueur va faire des déplacements face cachée. On ne sait pas où il se déplace, donc il a un petit plateau où ça va être géré, ces déplacements. Nous, on va devoir trouver où il se trouve, et on va devoir tomber sur la case et dire en gros, voilà, moi là je vais essayer de t'attraper sur cette case. Évidemment, il ne faut pas se tromper, c'est comme ça qu'on gagne. Il y a des histoires de cartes avec des pouvoirs. Le personnage qui joue le recruteur a également d'autres personnages avec lui qui se nomment des immortels, qui vont un petit peu contrer les autres joueurs. Et donc on est sur un vrai jeu de cache-cache, va-t-on dire. Oui, carrément, de bluff. C'est un jeu de bluff un petit peu également, et de déduction, puisqu'en fait à chaque tour vous allez avoir des informations sur
les déplacements, les possibilités de déplacement du recruteur. Et donc, vous allez en déduire par où il est passé et où il peut être prochainement, là ou au prochain tour. Ok. Donc, plus que dans la bête où on va juste anticiper le prochain tour, là il y a vraiment presque un côté un peu à la cryptide, vous avez des informations chaque tour. Et on est plus aussi sur de la fureur de Dracula. La fureur de Dracula, je n'y ai pas joué. On est vraiment dans ce genre de feeling là, avec les belles illustrations donc de l'auteur. Voilà pour Mind Management, une belle grosse boîte. Sachez également que nous avons reçu, enfin on va quand même monter la couverture, cette boîte pour Le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, le JCE, qui se nomme La Communauté de l'Anneau, comme le premier tome de la trilogie. Eh bien ce n'est pas un hasard, puisque c'est une boîte dans laquelle il y a 6 scénarios qui retracent les grands événements du premier tome de la célèbre saga. On va retrouver des cartes qui sont donc des rééditions de cartes qu'on trouvait dans l'ancienne édition du JCE, donc de les extensions Cavalier Noir et La Route s'assombrit. Voilà, vous allez retrouver ces cartes là, et on se doute qu'il y aura 2 autres boîtes comme celle-ci, les 2 tours, le retour du roi, je suppose. On ne peut que supposer, ce serait vraiment trop génial. Et on passe à la suite. Et le jeu suivant, c'est donc le siège de... Non, reviens par ici Alex. Non, ce n'est pas Fédération, le jeu suivant. Je vois que tu as mis ta petite tête. Oui. Donc ça, sûrement que ce sera dans le top du mois qu'on en parlera. Ouais. Nous y avons joué tous les deux. Pas qu'à 2, on y a joué à 3. C'est vraiment très sympa, Fédération. Trop cool, Fédération. On est quand même sur un jeu bien casse-tête, hein. Avec de la majorité, avec progression de piste qui vont dans tous les sens, des objectifs qu'on déclenche pas. Je ne rentre pas dans les détails, c'était vachement bien. On a joué à Projet Galileo aussi, c'était hyper bien. Oui, tout à fait, Mais à part que là, on va vous parler des nouveautés de la semaine. Et les nouveautés de la semaine, c'est le siège de Rundar, de Reiner Knizia. Reiner Knizia, sachez-le, si vous ne connaissez pas ce monsieur, je pense que c'est un des auteurs les plus prolifiques de ces 20, voire 25 dernières années. Je ne me lance pas dans la liste des jeux, mais sachez qu'il y a des petites choses très sympas, comme du Shoten-Toten, du Picomino, ou encore les cités perdues. Entre autres. Pas mal de jeux à 2, mais pas que. Et donc là, il se lance dans un deck building coopératif. Alors, le deck building n'est pas la mécanique principale, mais il y a du deck building. Dans ce jeu, on va jouer dans la boîte. Alors ça, c'est vraiment trop cool. Le matériel est vraiment super cool. Il y a plein de petits standees, de petites ressources, etc. C'est un coop, hein, c'est ça ? C'est un coop, tout à fait. Nous, on va jouer des nains qui ont leur petite forteresse qui va se faire attaquer par des orques, mais également des gobelins. Ils sont là avec leurs catapultes, ils sont là avec leur petite tour de siège. On a plein de moyens de perdre dans ce jeu, notamment si tous les orques montent dans la caverne. Pas dans la caverne, simplement dans notre forteresse, on a perdu. S'ils sont tous dans la forteresse, on a perdu. Ils vont progresser d'abord d'or, ils vont arriver, puis ils vont monter, puis ils vont avancer, puis ils vont nous voler notre or. Si on n'a plus d'or, on a perdu. Bref, assez de moyens de perdre, un seul de gagner. Ça va être de déblayer. Ici, vous voyez, il y a des petits blocs comme ceci, il y a 5 blocs. Il faut les déblayer à chaque fois qu'on va déblayer un bloc, parce qu'en fait, on creuse un tunnel pour s'enfuir, parce que c'est vraiment la galère. On sait qu'on a perdu ce siège. Il y a des gobelins qui vont sortir des cavernes, bien évidemment. Il faudra les vaincre, et une fois que vous avez déblayé le dernier bloc et que vous avez battu les 2 derniers gobelins, pim, c'est bon, vous avez gagné la partie. Alors, comment ça se joue ? Sans rentrer dans les détails, eh bien à votre tour déjà, on va voir où vous êtes positionné dans la forteresse. Ça va déclencher des effets, notamment de la tour de siège, qui va vous rajouter des orques. Ça peut déclencher l'effet de la catapulte, qui va vous détruire votre forge petit à petit. Vous allez pouvoir faire des actions, vous allez pouvoir non pas forcément vous déplacer, les lieux où vous êtes vont être très importants, notamment vous avez des cases comme ceci, vous allez pouvoir vous battre avec les ennemis au corps à corps, vous allez pouvoir monter sur les promontoires comme ceci, qui vous permettent d'attaquer les ennemis un petit peu partout à distance. Vous allez également pouvoir récupérer des ressources pour aller crafter des objets dans la forge. Donc il y a des coûts bien précis qui sont indiqués dessus. Vous allez pouvoir stocker des jetons, donc vous n'êtes pas obligé de fabriquer un objet du premier coup. Ça peut prendre plusieurs tours. Mais attention, je l'ai dit, la balise, ça va détruire des objets. En plus, elle va vraiment détruire des emplacements. Je pense qu'il faut crafter assez tôt dans le jeu. Le crafting, en fait, c'est le côté deck building, parce qu'en fait, vous avez une main de cartes. Alors, dans votre main, si vous piochez des orques, pas de bol, il faut les jouer, ça fait progresser les orques, tout simplement. Ensuite, vous avez des cartes d'action avec plusieurs actions dessus. Elles sont relativement faibles au début, mais vous avez le choix. Vous ne pouvez faire qu'une action parmi celles qui sont indiquées. Et ici, on va récupérer de nouvelles cartes qui vont remplacer les anciennes, et donc, ils vont être plus puissantes que les cartes de base, bien évidemment. Et parmi les actions, bien évidemment, on va pouvoir aller enlever des petits gravats comme ceci. Quand on enlève tous les gravats, on enlève un bloc, on fait apparaître les gobelins, et on les bat, puis ensuite on remet des gravats qu'il faut enlever, et ainsi de suite. Le combat, lui, est à base de 2D. Oui, il y a un petit peu de hasard, il y a un petit côté un peu Ameritrash, forcément une forte thématique de la bagarre, des orques, etc. On va jeter des dés, et ça fera des petites phases comme ceci pour vaincre les ennemis, sauf à distance, on devra faire les petites arbalètes. Et attention, il y a certains ennemis qui vous demandent des ressources. Donc les gobelins ils apparaissent, ils disent donne-moi un d'or et un de pierre et je m'en vais. Bon ok, un d'or, un de pierre, il s'en va, c'est très bien. Voilà donc pour
Le siège de Rundar, un jeu avec énormément de tension. De toute façon, la thématique y est. Le jeu vous dit, vous avez perdu le siège, il faut s'enfuir sans tous mourir. On va quand même essayer de sauver l'or parce qu'on est des nains. Bah oui. Et je tiens quand même à dire que, hop là, vous le voyez, il y a le petit Seal of Excellence du Dice Tower. Et on continue cette vidéo. Coucou YouTube, c'est l'heure de passer à table pour le dessert dans la bataille des petits sorciers. Le nouveau venu dans la gamme des microgames de chez Matago. C'est un jeu pour 2 joueurs à partir de 8 ans et pour 30 minutes de jeu c'est un duel, c'est chacun pour soi. On va se battre à coups de biscuits, de gâteaux, trop cuits, pas assez cuits. Mais c'est terrible! Voilà, c'est un peu what the fuck, c'est génial. On va incarner donc chacun un pâtis sorcier. Bon, on s'en fiche, hein, c'est juste chacun sa petite carte. On a 10 points de vie. Les pièces de monnaie ne sont pas fournies avec le jeu. Il vous en faudra au moins 12 pour la partie monnaie ou jetons ou autre truc qui pourrait faire des marqueurs. Et on va donc essayer de réduire à néant notre adversaire, voilà. Hein, je crois que le pitch c'est que on doit être le meilleur pâtis sorcier. Dessus, hein, voilà. Donc en gros, comme Magic ou comme d'autres jeux, on doit faire tomber à 0 les points de vie de son adversaire. Voilà. Comment ça va se passer? Eh bien, à notre tour, on a le droit de faire 2 actions, 2 fois la même si on veut, parmi plusieurs qui sont piocher une carte. Ok. Voilà. En jouer une de sa main. Quand on la joue, c'est en fait mettre au four. Quand on met au four, on la met face cachée et on met un petit jeton sur le thermostat 0. Ou alors, une possibilité, c'est de sortir du four une de mes cartes et d'appliquer les effets. Ou alors encore, je me souviens plus quelle était la carte que j'avais mis au four, parce que vous pouvez pas le consulter quand vous voulez. C'est une action de vous souvenir de ce que c'était et aussi du thermostat. Et oui, parce que le thermostat, vous allez bien voir, c'est intéressant. C'est pas juste pour mettre une pièce sur le dos de la carte. Sinon, Il y a une action pour monter le thermostat. Exactement. Yes. Il y a aussi une action pour monter le thermostat. En tous les cas, à la fin de votre tour, le thermostat monte de une case. Vous n'avez pas le droit de mettre plus de 3 recettes au four à la fois. Ok. Voilà. Alors, comment ça se passe? Eh bien, on va dire que je joue une carte. J'ai envie de mettre celle-ci, la boomerang. Trop bien. C'est génial. Les jeux de mots sont très cool. Ouais, le requin jambon, il est génial. On veut un. Voilà, le fruit au cake. Voilà, c'est pas le cake au fruit. Le pain pas perdu, il est génial. Ah, mais je veux trop être son pote. Donc en gros, vous voyez, il y a des effets écrits et des petits chiffres à côté. Qu'est-ce que sont que ces petits chiffres? Eh bien, c'est les thermostats, mes chers amis. Et oui, comme je vous ai dit, une de vos actions, c'est de sortir la pâtisserie du four et de faire son pouvoir. Et bien, si vous vous souvenez bien que, par exemple, ce pain pas perdu à 4, c'est cette action-là, c'est ce pouvoir-là, eh bien, vous allez attendre que ça atteigne 4 pour pouvoir le retourner et faire cet effet-là. Ou alors, vous préférez avoir cet effet-là et vous attendrez jusqu'à 6. Attention, quand c'est trop cuit, les amis. Vous perdez tout le pouvoir. Et que se passe-t-il si je le sors par exemple au thermostat 5? Eh ben, il est pas assez cuit. Et donc c'est perdu? Ouais. Là là. La pâtisserie, c'est une science exacte, hein, vraiment. C'est plus dur que la cuisine d'ailleurs. Et donc, vous allez essayer aussi de faire cramer les gâteaux des autres, parce que des fois, vous avez des cartes qui vont vous permettre de monter le thermostat des adversaires. Vous avez des cartes qui vont directement taper la vie de l'adversaire. Il y en a qui vont vous défendre, genre des golems qui ont des points de vie à eux tout seuls. Hop là, par exemple, voilà, le golem d'épices. Trop génial. Voilà. Comme dans Shrek. Exactement. Si vous n'avez pas attendu assez qu'il cuise, vous voyez, vous le révélez avec un seul point de vie. Enfin, oufissime. Tant qu'il est en vie, vous pouvez effectuer une action supplémentaire par tour. C'est stylé. Mais si vous avez bien pris le temps de le cuire jusqu'à 7, vous le révélez avec 3 d'énergie. Et tant qu'il est en vie, vous pouvez aussi effectuer une action supplémentaire. Mais en gros, il est plus tanky, vous l'avez mieux cuit. Donc ça va être tout un jeu d'affrontement, de mémoire, parce que vous mettez à cuire des trucs, il faut vous en souvenir, sauf si vous voulez gâcher une de vos actions à le re-regarder. Et du coup, de bon timing, parce que vous allez faire des actions pour augmenter votre thermostat, mais il faut penser aussi que automatiquement à la fin de votre tour, ça monte aussi le thermostat. Donc attention de ne pas oublier une pâtisserie au four, sinon ça crame, c'est bisous bye. Et ouais. Voilà. Vous connaissez tout. Top. De la bataille des petits sorciers. Trop génial, cette petite gamme qui s'étoffe sans cesse. Voilà, allez, à vos spatules. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonne joueuse. Ça y est, il est arrivé. Mais quoi donc, je ne vois pas. Mais si, il faut que tu tournes la caméra. Le fameux Splendor Duel que tout le monde attendait. Et voilà, il est enfin arrivé à la boutique. Ça fait vraiment plaisir de le voir. C'est un jeu de Marc-André et de Bruno Catala. C'est un jeu uniquement pour 2. Et oui, c'est une version duel de Splendor.
C'est environ, on va dire, allez, une demi-heure de partie, à peu près, c'est à partir de 10 ans, donc on retrouve un peu les mêmes critères que sur le premier jeu, même si celui-ci, je trouve, n'est pas une version améliorée, mais je trouve très 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 intéressante à deux, parce que oui, là vous me dites, bah ouais, mais moi le Splendor j'y joue déjà à deux, donc ça sert à rien. Et bien en fait, je trouve que si, ça sert complètement le Splendor Duel, franchement, quand il a été annoncé, je me suis dit, mais est-ce que ça a vraiment d'intérêt? Et en fait, j'y ai joué, et ça a complètement d'intérêt, c'est juste une version trop bien. Ça nous a fait voilà. un petit peu le même effet que Seven Wonders Duel en fait. Exactement, on s'est dit, mais pourquoi? Alors, quoique, on pouvait jouer à deux à Seven Wonders, mais c'était pas oufissime. Et du coup, ça t'a apporté quelque chose d'assez nouveau. L'autre, on peut déjà jouer à deux quand même, dans le Splendor. Mais celui-ci, contrairement C'est un autre jeu, c'est un peu les mêmes sensations, ouais. c'est quand même un autre jeu. C'est clairement un autre jeu. Alors, on retrouve, donc si tu vois le matériel, on retrouve quand même les pierres précieuses, sauf que là, on y ajoute les perles, qui sont un peu différentes, qu'on n'avait pas à l'époque. On va avoir une sorte de marché ici sous forme de pyramide, même si plus on monte dans l'état, moins il y a de cartes visibles. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On a ces petits manuscrits qu'on appelle des privilèges aussi, qui est tout nouveau. Ça va être très sympa, des petites actions bonus qu'on va avoir. Et ici, on a 4 nobles à chaque fois qui sont les mêmes. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans Splendor Duel? Ici, la grosse différence déjà, c'est que pour gagner la partie, vous avez à remplir l'une des 3 conditions. La première, c'est de faire 20 points. Si vous remplissez l'une de ces conditions, si vous avez au moins 20 points avec toutes vos cartes cumulées devant vous, du coup, vous gagnez la partie. Soit vous allez récupérer 10 couronnes. Vous verrez sur les cartes, il y a des couronnes de visibles. Quand vous en avez 10, vous gagnez la partie. Ou alors, vous arrivez à faire 10 points dans une seule collection, d'une même couleur. Donc 10 points, par exemple, avec des verts, ou avec des rouges, ou avec des bleus. Et vous gagnez instantanément la partie. Comment va se passer un tour? C'est extrêmement simple. À mon tour de jeu, je vais pouvoir faire une action parmi 3. La première, ça va être de récupérer sur ce petit plateau ici, jusqu'à 3 jetons adjacents. Ça peut être orthogonalement, mais aussi en diagonale. Par exemple, je peux récupérer ça, ça et ça. Je peux aussi récupérer ça, ça et ça. Attention, l'or, on ne peut pas le récupérer comme ça. Donc ça et ça, je ne peux pas le prendre en même temps. Et c'est jusqu'à 3 jetons. Donc je peux très bien prendre celui-là et celui-là. Voilà, tout simplement. L'autre action possible, ça peut être de prendre un jeton d'or, uniquement un jeton d'or, et je réserve une carte. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'il y a 3 jetons d'or en tout. S'il n'y a plus d'or sur le plateau, je ne peux pas réserver de carte. La dernière action, c'est tout simplement de dépenser ces jetons-là, en fait, pour, en payant le coup ici, récupérer la carte et la poser devant moi. Évidemment, si je récupère une carte, la pierre qui est ici sera en réduction des prochaines cartes que je vais acheter. Donc d'où l'intérêt, ce côté un peu, alors pas deck building, mais ce côté de combo de cartes en fait, un peu engine building où j'achète au fur et à mesure des cartes pour réduire le coût des cartes les plus grosses qui valent évidemment le plus de points. Alors il y a une particularité quand on récupère des jetons, vous allez avoir ici en fait, si jamais par exemple je récupère ces 2 perles-là, vous avez un rappel au-dessus de ce qui peut, on va dire, donner des privilèges à l'adversaire, ces petits manuscrits-là. Si par exemple je récupère 2 perles en un seul coup, quand je récupère 3 jetons, mon adversaire récupère un manuscrit. Si je récupère également 3 jetons de même couleur, il récupère également un privilège. Je dis un manuscrit, mais bon, je dis un manuscrit parce que ça ressemble vraiment à des manuscrits pour le coup. Oui, on est d'accord. Donc ce qu'on appelle un privilège. L'autre possibilité, c'est quand on refile un petit peu, quand on remplit le plateau, parce qu'au fur et à mesure il se vide, on va offrir aussi un privilège. Alors oui, parce que je ne l'ai pas dit, vous avez 3 actions à votre tour, vous en choisissez qu'une parmi 3. Mais avant de choisir votre action, vous avez le choix en fait de réaliser jusqu'à 2 actions dites facultatives, dans cet ordre bien précis. C'est-à-dire que la première, ça va être tout simplement de dépenser un privilège que vous avez devant vous, mais vous pouvez en dépenser plusieurs, pour récupérer un jeton, où vous voulez, sauf de l'or évidemment. Pas mal. L'autre manière, en fait, l'autre action, on va dire facultative, c'est de remplir le plateau. Donc vous allez chercher en fait les jetons dans ce sac-là, qui ont été payés, du coup ils vont dedans. Vous les prenez, vous les re-remplissez, et ce faisant, votre adversaire récupère un privilège. Donc il faut faire attention aussi à quand re-remplir le plateau, parce que ça offre du choix pour vous, mais ça donne un privilège à votre adversaire. Donc à jouer vraiment avec beaucoup de tactique les actions facultatives. Qu'est-ce que j'avais à ajouter d'autre ici? Oui, ce qui est important, comme je disais, pour les couronnes, c'est une des manières de gagner instantanément la partie quand vous en avez 10. Mais quand vous en avez 3, et quand vous en aurez 6, vous allez pouvoir récupérer des nobles. Les nobles, ils vous font des points de victoire bruts, donc ce qui est très très cool. Et en plus de ça, on va y ajouter les petits bonus que moi je trouve géniaux dans cette mécanique de Splendor Duel. C'est que certaines cartes en fait ont des petits bonus que vous voyez ici. Par exemple, quand je récupère cette carte-là, ce bonus-là me dit je mets fin à mon tour et je rejoue immédiatement. Ici, par exemple, c'est une carte qui est toujours associée à ce joker-là. Et ce joker-là, en fait, quand j'ai plusieurs cartes en face de moi, mettons comme ceci, quand je la récupère, je dis ok, je l'associe à l'une de mes collections et maintenant cette pierre-là sera verte puisqu'elle est associée à la collection verte.
ça peut être intéressant parce que certaines cartes Joker rapportent des points. C'est Donc, vraiment puissant ça. comme c'est l'une des conditions Mais il vous aussi, faut déjà la couleur par contre en question. il faut déjà une Et couleur ouais. évidemment qui sont sûrs, ça sert un peu à rien. Ici, j'ai récupéré directement le bonus de la carte associée, c'est-à-dire qu'en fait, je récupère un blanc. Donc en possédant cette carte-là, quand je la récupère, je récupère immédiatement un blanc. Sur le plateau. Alors, sur le plateau que je prends, évidemment. Ok. Donc forcément, s'il n'y en a pas, c'est pas très utile. Par contre, ce qui peut être aussi très méchant, et c'est là qu'on retrouve plus cette petite patte en général de Bruno Catala, ce petit truc méchant qui est sympa, c'est qu'en fait, là, vous avez une action, par exemple, de voler. Donc si jamais je récupère cette carte-là, je vole un jeton à mon adversaire, autre que de l'or, évidemment. Ça c'est drôle. C'est, comment dire, une version, je trouve, revisitée de Splendor, avec tout ce qu'on aime, les pouvoirs de cartes, le petit privilège qui va être très malin aussi, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais quand vous avez par exemple 2 privilèges et que votre adversaire en a un, si jamais vous devez en gagner un, bah vous le volez à votre adversaire. Évidemment. Donc forcément, évidemment. thésauriser vos privilèges, c'est pas très pertinent. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai tout dit dans ce jeu, je pense que oui. Mais il me semble, hein. Je pense que j'ai presque tout dit. Alors oui, évidemment, la perle, c'est un nouvel élément, mais c'est pas forcément un élément qui va changer beaucoup de choses, si ce n'est que souvent, les cartes les plus intéressantes demandent des perles. Évidemment. C'est, enfin, je trouve, voilà, une nouvelle version de Splendor, que pour 2, qui va, j'espère, rester très longtemps dans notre meuble de joueurs. Oh, il y a des chances. Voilà. Sachez qu'on va vous le recommander. Il y a autre Ah oui, chose, c'est à moi, je crois. c'est à moi. Ah oui, c'est à lui, ça. Coucou. Alors, moi, je suis là pour Echoes, l'anneau. Pas unique, pas celui pour les gouverner tous et dans les ténèbres, voilà. Lui, c'est un nouveau dans la gamme des Echoes, du coup, c'est enquêtes audio. Et du coup, dans cette histoire-là, le jeu d'enquête, du coup, vous allez, eh bien, en gros, il y a une femme qui a l'air d'être maudite par un héritage familial qui est un anneau, et vous allez, en gros, retracer la généalogie et l'histoire de ses ancêtres pour savoir de quoi il en retourne. Est-ce qu'il est vraiment Carrément. maudit, d'où ça vient, voilà. Donc, nouvelle affaire, dans ce truc audio, c'est une application, vous la lancez, et en gros, vous avez des cartes que vous allez devoir, vous pouvez écouter le souvenir lié à cet objet-là. Donc là, vous voyez, il y a, je sais pas, un objet, là je crois que c'est une assiette brisée, vous cliquez sur l'assiette brisée dans l'application et ça va vous faire les bruits, les gens qui ont touché cette assiette avant qu'elle se casse, par exemple, et vous allez essayer de recoller les morceaux comme ça de l'histoire. Donc voilà, la nouvelle aventure. Et je crois que c'est tout, je vous laisse la main les garçons. Et nous arrivons à la catégorie enfant avec Mysterium Kids, le trésor du capitaine Boo par Antonin Bocara et Yves Hirschfeld. C'est un jeu à partir de 6 ans pour 2 à 6 personnes, ça c'est cool, on peut jouer nombreux et pour des parties d'environ 20 minutes. C'est un jeu d'ambiance coopérative, c'est édité par Spaceco et Libellude et nous franchement on aimerait bien que ça soit un jeu de Noël malgré sa thématique halloweenesque parce qu'on a trouvé ça trop génial. J'espère que ça va vous plaire également. C'est un jeu dans lequel à chaque manche, il y a une personne qui va jouer le capitaine Boo, c'est un fantôme, et qui va devoir faire deviner une carte parmi un gros choix de cartes, mais à chaque manche, ça va être que parmi 5 cartes. Ça peut être plein de choses. Ce sont des choses qui sont censées faire du bruit, même s'il y en a des moins évidents que d'autres. Et donc, on va faire deviner en faisant du bruit grâce à ce magnifique petit tambourin que vous avez pu voir dans le petit sketch d'intro. On fait deviner un petit peu comme dans le Dixit, un petit peu comme dans le Mysterium, tous ces jeux par communication de cartes, mais là les cartes sont sur le plateau et on va communiquer à l'aide de ce petit tambourin, donc avec du bruit, des bruitages, et ça c'est trop génial. Comment ça fonctionne? Eh bien, je vais avoir un petit jeton que je vais tirer au hasard et qui va me dire quelle carte je vais devoir faire deviner. Là, j'ai mon assistante fantôme, hop là. Ouh, je suis le fantôme du capitaine. Qui va dire Bouh! Bouh! On va fermer les yeux. Elle va faire un bruitage en utilisant ce petit tambourin, uniquement le tambourin. Utiliser les textures, ça peut être gratter comme ceci, taper. Ça peut être ceci. On peut étouffer les bruits en le mettant sur un support. On peut faire mais vraiment plein de choses avec. Et donc, assistant fantôme, tu vas me faire deviner une de ces 5 cartes. Bouh, ferme les yeux. Oui. Si c'est terminé, tu dois dire bouh. Bouh. Ah ok, alors c'est terminé. Et donc, ça peut être la zipette, on a une espèce de zoom, mais ça ressemble quand même un petit peu à l'allumette. Je crois beaucoup moins au bourdon, je crois beaucoup moins à la craie, ça aurait été plus lancinant. Et là, ça aurait été plein de tac tac tac. Oui, moi je dis zipette. Ouais, je pense que c'est la zipette. Ah ouais? C'était Moi- la zipette. T'as bien fait Ouais. de répondre avant moi parce que moi j'aurais dit l'allumette, tu vois. Ah non, après, l'allumette, j'aurais fait. Oh, c'est presque pareil. Presque pareil. Ou c'est alors, presque attends, pareil. j'aurais fait.
Ça change tout hein, de le poser par terre ou pas. Si nous avons réussi, alors c'est parfait, on va pouvoir passer à la manche suivante. Vous allez voir que là, sur ce côté-là du plateau, il va y avoir qu'une seule carte à trouver à chaque fois, sauf à la fin 2. On peut jouer en mode un peu plus difficile où il y aura plus de cartes à faire deviner. Hop là, le fantôme devra faire deviner 2 cartes, donc il y aura un bout de départ, un bout pour dire je passe à la deuxième phase et un bout de fin. J'espère que vous me suivez, ça fait beaucoup de bouts. Bou. Quand on trouve, c'est génial, on va donc tirer un petit trésor ici, hop là, ce trésor. Soit il y a une petite étoile comme ceci, et on est content, ça fait un point. Le but du jeu, ça va être de faire le plus d'étoiles possible. Dans le petit livret, il y a un petit scoring. Alors évidemment, avec ce côté-là, comme il y a plus de cartes à faire deviner, le score à atteindre est plus élevé parce que vous pouvez potentiellement faire plus de points si vous êtes très bon. Il y a également des trésors comme ceci, où il faudra faire des associations, hop, pour gagner des points supplémentaires. Voilà. C'est aussi simple que ça, Mysterium Kids. Moi, je dois avouer que du jour où on me l'a montré, j'ai trouvé ça mais trop génial. Les cartes sont hyper bien pensées. On voit qu'ils ont travaillé chacune des cartes parce que tout est faisable avec un petit peu d'imagination, un petit peu d'huile de coude même des fois, en utilisant, je vous l'ai dit, pourquoi pas la table, les différentes textures. Il y a vraiment moyen de faire deviner plein de choses et des fois, un petit peu comme dans Mysterium, vous avoir des cartes comme par exemple ici qui se ressemblent un petit peu et donc là on va un petit peu essayer d'interpréter, de rentrer dans la tête, de dire non mais je pense que si ça avait été l'allumette, eh bien Alice elle aurait fait comme ça, donc c'est probablement beaucoup plus la petite fermeture éclair. Et voilà, un vrai jeu d'ambiance familiale. Alice, je crois que tu as quelque chose d'autre à nous montrer. Oui, on reste sur un thème halloweenesque et pourtant non, pareil, une grande référence de ce Noël en approche. Flashback Zombie Kids qui est magnifiquement à côté de Zombie Kids Evolution et Zombie Teens. Pourquoi? Eh bien parce que c'est dans le même univers, voilà, l'univers étendu. Le Zombie Universe, Cinematic Universe, Ludic Universe, bref. C'est par Les Scorpions Masqués, encore une fois, c'est à partir de 7 ans. C'est un jeu d'enquête par image, et oui, c'est très original, vous allez voir. C'est par Baptiste du Passe-Temps. Coucou Baptiste. Hello Baptiste. Voilà, et Marc-Antoine Doyon. Hop, qu'est-ce que donc que cela que... Je le descends, voilà. Hop là. Et bien, dedans, vous allez trouver 3 scénarios rejouables. En fait, vous allez avoir une image de base. Donc ici, dans le scénario 1, vous avez l'image 1. Voilà, avec le petit derrière, il y a écrit 1 en gros, vous la retournez. Voici la situation. Donc on retrouve les mêmes enfants qu'on voit dans le Zombie Kids de base, qui sont pris d'assaut, mais de manière très ludique et calme, hein, pour les gamins qui se font prendre d'assaut par des zombies. Et donc on va regarder à travers les yeux des protagonistes, parce que c'est là où vous voyez les petits chiffres, vous voyez, ils sont reliés aux yeux des gens, hop, même des zombies, pour retracer l'histoire, et vous allez tirer des questions. En fait, là, par exemple, la première question, c'est comment les zombies franchissent-ils les murs de la cour d'école? Et donc, vous allez essayer de répondre à cette question en regardant dans les regards de tout le monde, parce que, par exemple, là, vous avez envie de dire, ok, bon, alors lui, il est en hauteur, celui-là là-bas, donc peut-être que lui, il a des infos sur ce qui se passe autour. Il voit des choses peut-être plus intéressantes. Voilà, donc c'est le 2. Ok, je vais chercher la carte 2 et je la retourne. Ah bah zut, il regardait pas le paysage, j'ai regardé le zombie sur lequel il balance la bonbonne d'eau. Mais je peux voir à travers les yeux du zombie si je veux. Là, hop, je retourne, et lui, par contre, il est par en dessous et il voit des trucs au-dessus. Alors lui, déjà, je l'avais pas vu au tout début. Et j'avais pas vu non plus qu'il y avait un zombie. Je vais peut-être aller voir le zombie qui est tout là-haut dans le ciel, parce que bon, vu qu'il est dans le ciel, il doit avoir une vue d'ensemble sur la scène. Tu vas aller voir ce que voit le zombie. Exactement. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est où vous allez voir dans les yeux des gens. Là, genre ce zombie qui est en train de faire le tourniquet, bon, vous allez voir ce qu'il voit. Hein, quand on est sur un tourniquet, voilà. C'est très très bien fait et c'est super satisfaisant. Cette mécanique est hyper originale ça fait un peu une sorte de micro-macro dans le sens où en fait vous allez créer une chaîne qui va vous donner de plus en plus d'infos, pas dans la temporalité mais dans la géographie, comment on dit, dans l'espace. Dans l'espace, merci assistant Antoine. Voilà, dans l'espace, et au fur et à mesure de la partie vous allez aussi trouver des nouvelles questions qui vont popper. C'est hyper malin de jongler de plan en plan, sachant que des plans vont nous faire revenir à d'autres plans et d'autres plans vont nous projeter sur d'autres plans. Et ce qui est très cool aussi, c'est le travail des illustrations, hein, qui est vraiment super bien fichu. Et en plus de ça, il y a tout l'aspect, je dirais, en fait, des questions
qui sont pas si enfantines que ça, je trouve. Ouais, c'est clair. C'est vraiment des trucs très très pertinents et pas facile en fait d'y répondre. Donc, je trouve ça vraiment très très bien fichu. Évidemment, dans la lignée des Zombie Kids et Zombie Teens, c'est évolutif dans le sens où vous allez avoir des petites enveloppes secrètes à ouvrir, tout ça. C'est pour ça qu'on ne vous montre pas l'exemplaire de démo qu'on nous a très gentiment envoyé. Merci Scorpion Masqué. Parce que ce serait du gros spoil. On vous montrerait au final les mêmes cartes qu'ici parce que si on vous montre plus, c'est du spoil. Et c'est pas drôle, donc du coup le dos de boîte suffit. Mais nous on a déjà testé, c'est super original. Et voilà, vous avez des petits secrets dedans et tout, c'est trop bien. C'est dommage parce qu'il y a des petites surprises sur le matos aussi qui sont très sympas. Voilà. Donc on va pas trop en dire, mais on aimerait beaucoup vous en dire. Mais voilà, et ça se joue à partir de 1. Il n'y a pas que des cartes, je pense qu'on peut dire ça. Ouais, il y a d'autres choses. Il y a du matos. Et ça se joue à partir de 1 comme tout bon jeu d'enquête. Donc voilà, c'est contrairement du coup aux Zombie Kids qui est à partir de 2. Voilà, c'est une autre proposition. Après c'est pas du tout, comme vous voyez, la même mécanique. Là c'est de l'enquête, c'est pour ça que vous voyez en plus voilà, vous avez un peu 2 offres différentes mais dans la même gamme, dans le sens de l'enquête, mais de manière totalement différente. C'est très original. Voilà, c'était Flashback Zombie Kids. Je te laisse la main derrière le comptoir. Ah mais je le découvre, allons-y. Improvisation. Je ne savais pas que je devais aller derrière le comptoir, mais il doit y avoir des choses par là, je vais les trouver. Hop, je compte. Ah, des petits centimes. Ah oui, c'est mon argent de poche. Hop là, ça m'a refait ma journée ça. Alors, qu'allons-nous trouver derrière le comptoir? Je le découvre en même temps que vous, c'est génial. Du Star Wars Légion, des droïdes assassins de la série IG. Hop là. Il faut savoir que la série IG ça rigole pas chez les droïdes assassins. Nous avons également Din Djarin et Grogu, ou Grogu, je dirais Grogu. Voilà, je n'ai pas regardé la série. Oui. Hop là. Et nous allons avoir également, hop là, alors le packaging est pas ouf, mais quand même, si vous êtes joueur de Ark Nova, ça pourrait vous intéresser. Ce sont des plateaux alternatifs. Alex, tu as jeté un coup d'œil, tu m'as dit, donc là on voit qu'il y a des zones délimitées. Vous voyez qu'elles sont en rapport avec les différents continents. Et si vous mettez des animaux de ces continents, exactement, et vous avez des choses en plus. Juste en dessous. Ah voilà, hop là. Trop pas mal, de quoi se faire encore plus mal au cerveau. D'aller gratter les petits derniers neurones récalcitrants là pour les mettre au travail. Et ce côté-là, qu'est-il de spécial? Eh bien, vous le découvrirez, c'est ce qu'on dit quand on ne sait pas. Voilà, et ça c'est très malin. Nous allons également avoir des bouquins. C'est pas de JDR cette semaine, pas de JDR, mais des bouquins que je ne suis pas peu fier de vous présenter. Ils sont hyper bien. Vraiment, c'est du beau bouquin. Alors, ils sont beaux déjà. C'est très 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 complet. C'est très bien référencé. On est dans des bouquins de culture pop, disons. Certains diront geek. Je préfère dire culture pop, mais bon, geek, pourquoi pas. Avec des thématiques très fortes liées notamment au jeu de rôle, mais pas que. Avec Cyberpunk. Donc, eh bien, c'est un bouquin sur le mouvement littéraire. C'est pas que littéraire, on va le voir, mais cyberpunk, puisque eh bien, des univers cyberpunk, on en a trouvé dans le cinéma, on a trouvé évidemment, parfois même dans la musique, ça peut être surprenant, en tout cas des inspirations cyberpunk, et c'est hyper bien fait, il y a des belles couvertures comme ceci, il y a des petits reviews de livres, d'albums, de séries. Hop, on parle de Transmétropolitane. Ce comics est vraiment trop génial. Voilà, je vous invite à découvrir Transmétropolitane. Bref, il y a plein de choses. Ça parle des humanoïdes associés, Métal Hurlant. J'ai vu du Robocop, du Evangelion, Ghost in the Shell. Et voilà, ça vous parle de tout ça au travers des âges. C'est vraiment top. Et si jamais vous voulez vous lancer par exemple dans le jeu de rôle Cyberpunk, franchement, allez jeter un coup d'œil à ceci, que vous soyez MJ ou joueur, ça va gorger votre cerveau d'imaginaire, et c'est une bonne idée de gorger son cerveau d'imaginaire. On peut également faire un petit tour du côté de chez l'ami Lovecraft. Le mythe de Lovecraft, au travers des âges, depuis sa création il y a plus ou moins un siècle en fait. Que dire de plus? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vraiment, il parle de tout, c'est génial, notamment, on parle, il y a un gros focus sur Robert E. Howard, le papa de Conan, qui a beaucoup aidé à écrire Lovecraft, et inversement, c'est pour ça que les deux univers sont très très liés, et Conan le Barbare qui a, par la suite, inspiré Donjons et Dragons, et oui, tout est lié, vraiment tout est lié, et je vous invite vraiment à vous informer sur tout ça, si vous jouez notamment au jeu de rôle, de l'appel de Cthulhu, c'est de l'or. Ce bouquin-là, il parle de licorne. Vous allez dire quoi? Pour faire des jeux de rôle sur les licornes, mais ça m'intéresse pas plus que ça. Non mais attendez, parce que ce bouquin-là, déjà c'est un bouquin de Bruno Feduti. Donc si vous êtes joueur, vous connaissez probablement son nom, parce que c'est quand même un auteur qui est là depuis des années, qui a fait plein de jeux. Sachez que Bruno Feduti, il a un doctorat
en histoire, si je dis pas de bêtises. J'espère que je dis pas de bêtises. Notamment, il a écrit un essai, une thèse, voilà. Une thèse sur les licornes, les légendes, le folklore des licornes au travers des âges et des continents. Je pense que c'est hyper intéressant à lire. Pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller lire la thèse, parce qu'à mon avis, elle doit faire un certain nombre de pages, c'est un espèce de résumé, va-t-on dire, avec de belles illustrations. Et bah voilà, vous allez tout apprendre sur les licornes au travers des âges, de la littérature. Alors évidemment, du Moyen-Âge en grande partie, parce que ça vient quand même essentiellement du Moyen-Âge, mais pas que, vous le découvrirez. Et puis ensuite, eh bien, de manière un peu plus moderne. Voilà, les licornes de Bruno Feduti. Petit ovni, inattendu, mais vraiment génial. La grande aventure du jeu de rôle, préface de Maxime Chatham, ça c'est trop cool. Est-ce que je dois en dire plus? La grande aventure du jeu de rôle, ça parle du jeu de rôle depuis le début évidemment, ça va parler de Donjons et Dragons et d'autres. Ça va vous parler un petit peu de Conan aussi évidemment. Et puis voilà, jeu de rôle en passant par les années 70, les années 90, jusqu'aujourd'hui. Ça aussi, si vous êtes MJ ou joueur, vous ne pouvez pas vous en passer. Et on termine avec un monde de jeu, je crois. J'espère que je ne dis pas de bêtises à nouveau, que ça va être un tome en 2 volumes. Ici donc on va à nouveau parler de l'histoire du jeu et bien au travers des âges et on va d'abord commencer par forcément, il y a un petit avant-propos, les grands jeux classiques, le Go, les échecs, etc. Les jeux très anciens tels que le Chunky, je pense que je prononce très mal le chinois. Le Trick Track, tout à fait, le jeu du Youth, le jeu Royal Dur, hop là, tous ces jeux-là. Et ça remonte à des jeux un petit peu plus modernes. Quand on va à la fin du bouquin, ça commence un petit peu à parler du Uno, du Stratego. Et normalement, dans le deuxième bouquin, on va parler un peu plus de ce qu'on appelle vulgairement le jeu de société moderne, à savoir le genre de choses que vous pouvez trouver ici à la boutique. Voilà, des super séries de bouquins, j'adore, c'est trop bien. Dès que j'ai un petit peu de temps, en pause, à savoir, pas trop de temps en ce moment parce que c'est bientôt Noël, je plonge là-dedans et je vous invite à plonger là-dedans également. J'ai tout dit, j'ai tout fait. Waouh, c'est trop génial, ça veut dire qu'on arrive à la fin de cette vidéo, à part que, il y a un focus sur Namiji. Recoucou, on s'est quitté il y a pas longtemps, on est relà, on vous a déjà manqué, voici Namiji Tokaido. Namiji, petit surtitre Tokaido. Et oui, c'est un... On a eu pas mal de ça aujourd'hui, hein. On a eu Mysterium Keys, on a eu Splendor Duel. Oui. Là, on a Tokaido Namiji. En gros, c'est des jeux qu'on connaît déjà, mais totalement différents. Voilà. Oui. Hein, c'est oui, mal. Il y a une base. Voilà. À 40% de ce qu'on a déjà un peu vu. Et puis là, il y a des petits trucs en plus qui sont sympas. Il y a pas mal de trucs en plus. Là, vraiment, les 3 qu'on aura eu cette semaine, ils sont tous trop bien. Hein. Mysterium, Splendor Duel et Namiji. Namiji va faire partie de nos gros coups de cœur famille de Noël. Ruez-vous dessus. Nous, on a grave adoré. On y a rejoué tout à l'heure avant de faire ce focus pour bien se souvenir à quel point on l'aime. Et maintenant, je vous fais beaucoup saliver, donc je vais vous expliquer, avec mon assistante Alexandra, en quoi ce jeu est génial. Alors, on va chacun incarner un bateau de pêcheurs marchands japonais. Et je vais faire des références à Tokaido pour ceux qui connaissent. Mais ceux qui connaissent pas, vous comprendrez aussi. Regardez, Antoine a joué à Namiji sans avoir jamais joué à Tokaido, il s'est parfaitement éclaté, il a tout compris. Voilà, pas besoin de connaître Tokaido. Mais il y a une base commune. Donc, on va se balader autour de ce circuit. Donc, le départ était là. Hein, assistante Alexandra, c'est quoi ce travail? Voilà. Donc ça, c'est le port de départ. Déjà, mise en place, vous pouvez soit décider de faire le circuit dans ce sens-là, soit dans l'autre. Ça change parce que vous rencontrerez pas les mêmes étapes dans le même ordre, en commençant des deux côtés. Déjà, c'est cool. Vous allez essayer de gagner le plus de points de victoire possible, que vous allez gagner de plein de manières différentes. Et c'est là la richesse du jeu. Vous allez avoir des sortes de plein de petits mini-jeux et de petites mécaniques imbriquées dans un jeu, tout en restant hyper accessible. Donc du coup, chacun son petit bateau qui est associé à son petit plateau de bateau avec sa petite couleur, et on va avancer. Le système d'avancement est comme Tokaido, c'est-à-dire que le premier joueur aura été désigné aléatoirement, hein, voilà. Et bien, il va se déplacer sur une case, et en fonction de là où il va se passer des choses. Alors, Alexandra, ma chère assistante, tu vas pouvoir filmer les différentes vignettes. Je pense que tu peux les filmer ici, parce que ici c'est à l'envers pour la caméra. Donc, on va avoir ici la pêche aux crustacés. Si vous vous arrêtez sur cette case-là, eh bien, vous allez piocher là-dedans. Vous pouvez piocher jusqu'à 5 jetons. 5 jetons, dedans, il y a des crevettes, principalement, qui valent 1 point chacune. Mais vous avez aussi des crabes, qui valent aussi
un point. Sauf que dès que vous en avez, enfin si à un moment vous en piochez 2, et ben tout est fini. Et oui, c'est un jeu de prise de risque et de stop ou encore. Hop, vous piochez, vous dites ok, ah j'ai un crabe, c'est un peu chaud patate. Si j'en ai un deuxième, c'est chaud patate. Ah Alex, c'est ton défi des probas. J'ai une crevette. Je vais m'arrêter ici parce que si j'ai un deuxième crabe, je perds tout. Et je les mets dans mon petit bateau. J'aurai donc 2 points puisque une crevette et un crabe. Tu peux continuer jusqu'à 5, c'est ça? Oui. Ok. Ou jusqu'à ce que j'ai 2 crabes. Oui. Voilà, ça c'est le premier petit mini-jeu possible. Vous avez aussi la pêche à la ligne qui est ici. Eh bien vous voyez, le dessin est très bien fait. C'est le même dessin que les jetons que vous avez ici. En gros, la pêche à la ligne, vous allez retourner hop, un petit jeton poisson au hasard, et soit vous le récupérez et vous le mettrez dans votre... comment on appelle ça déjà? Non, le casier, je crois, les casiers. Oui, c'est voilà, casier, oui. Les casiers de poissons. Soit il vous plaît pas et tant pis, vous le laissez afficher. En tous les cas, une fois que vous avez pioché là-dedans, vous êtes obligé d'en retourner un face visible, parce que du coup les autres joueurs, et vous si vous repêchez un moment, vous aurez le choix à prendre des poissons visibles. Bien sûr. Voilà, c'est toujours mieux. Pour la pêche, vous allez gagner des points d'une certaine manière. C'est en agençant, donc un autre petit mini-jeu. Vous êtes toujours obligé de commencer par là, hein, c'est très clair. Hop, et vous allez gagner des points si vous arrivez à faire une ligne ou une colonne soit de même type de poisson, donc vous voyez il va en avoir de plusieurs formes différentes, soit de même couleur. Donc là par exemple il me faudrait une dernière murène, hop là, je remplis cette colonne là, je gagnerai les points qui sont associés ici. Okay. Voilà, je suis forcément obligée de poser mes jetons de manière adjacente orthogonalement, je peux pas aller commencer à les remplir ailleurs. Et aussi ce qui est intéressant c'est que un même poisson peut aussi vous aider à faire un autre scoring. Là par exemple, hop, j'ai fait une colonne de même couleur qui me rapportera 3 aussi. Tout à fait. Voilà, donc c'est un jeu d'agencement. Et cette pêche-là, vous allez aussi la retrouver sur un autre mini-jeu ici, ma chère assistante, qui est la pêche au filet. La pêche au filet, petit symbole ici, qu'on retrouve au dos de ces tuiles-là. Les tuiles, ce sont toujours 2 poissons de même forme et de même couleur, hein, normalement si je dis pas de bêtises, voilà, c'est ça. Et ça, pareil, vous pouvez le mettre, hop, comme vous voulez, comme ceci, et c'est pour compléter vos lignes. Alors là, comme vous voyez, ça m'arrange pas du tout, à moins que je fasse, voilà, comme ça là, peut-être que je pourrais faire une ligne de Raymanta. Bon, sachant que normalement tes poissons, tu peux pas les déplacer une fois qu'ils ont... Ah bah non, bien sûr, on se fait pas la petite salade de poissons comme on veut, hein, voilà. Bref. Donc déjà, on a ce système de pêche qui en plus existe sous 2 formes, voilà. Ensuite, on va avoir ici les petits bateaux, c'est les offrandes aux dieux de la mer qu'on va retrouver ici au centre du plateau. C'est très très joli, vous lancez des petits bateaux d'origami au milieu de la mer et ça va se faire aspirer par le tourbillon du dieu de la mer. En fait, c'est des petits bateaux que vous avez chacun en début de partie sur votre plateau, et en fait en les envoyant dans le tourbillon, et ben vous diminuerez les malus, parce qu'en fin de partie, c'est-à-dire une fois qu'on aura fait le tour du plateau, et bien on va scorer nos points certes, mais on va enlever les points qui sont affichés ici. Donc si j'en avais jeté aucun à la fin de la partie, j'aurais moins 15 points. Sinon là j'aurais moins 10 si j'en jette un, et au fur et à mesure j'ai de moins en moins de malus. Cool. Alors toi par exemple tu as quasi rien jeté, mais parce que tu as maxé tes points ailleurs, donc des fois c'est pas obligatoire de se débarrasser de ces petits origamis. Voilà. Ensuite, eh bien nous allons avoir ce qu'on retrouve très classiquement, parce que ça c'était vraiment que des choses qu'on ne trouve pas dans Tokaido. Oui. Là on va voir des mécaniques qu'on retrouve dans Tokaido, ce sont les panoramas. Donc ici on va voir le panorama des poulpes. Spéciale dédicace à Antoine qui déteste tout ce qui est avec plein de tentacules. On va avoir les panoramas baleines et les panoramas dauphins ici. Ces panoramas qu'on retrouve dans cette pioche là. Les panoramas de dauphins sont constitués de 3 cartes. On a les niveaux 1, 2 et 3. Magnifique, n'est-ce pas? C'est très satisfaisant, c'est toujours aussi beau. Vous gagnez autant de points de victoire que le chiffre qui est marqué dessus. Donc à la fin, si vous arrivez à faire un panorama entier de dauphins, vous avez 1, plus 2, plus 3. Ça fait combien? Ça fait 6? Ça fait 6. Très bien, merci. Et en plus, si vous êtes le premier à compléter le panorama, vous avez 3 points de victoire pour le panorama dauphin, bien évidemment. Si vous êtes le premier à constituer le poulpe, qui est plus long, lui il a 4
partie, eh bien vous gagnerez le +3 et la baleine qui elle va monter jusqu'à 5, donc c'est plus long mais quand même elle va vous rapporter beaucoup. Du coup on a dit 1, +2, +3, +4. 15 points. 15 points. Si t'es premier, t'as 18 points. Plus la carte, voilà. Mais là je vous ai dit oui, panorama, machin, mais comment on les récupère? Vous mettez par exemple, si vous arrivez sur cette case là, vous prenez le premier niveau des baleines, si vous l'aviez pas déjà commencé. Donc vous prenez le niveau 1, vous le mettez devant vous. La prochaine fois que vous irez sur un panorama baleine, vous pourrez prendre le 2, etc. etc. jusqu'à ce que vous ayez tout complété. Vous pouvez bien évidemment commencer plusieurs panoramas différents, mais qu'un seul panorama par type. Vous pouvez pas faire plusieurs panoramas de baleines par exemple. Bien sûr. Voilà. Ensuite, on va avoir les rochers sacrés. Ça va, Oui. tu les vois, on les voit Alex? bien. Ok. Les rochers sacrés, quand vous êtes dessus, vous en piochez 2, vous les regardez secrètement. Ce sont des objectifs. Oui, en c'est fait. ça, des conditions pour gagner C'est des points de victoire. conditions de points de victoire, en fait, voilà, pour la fin de partie, souvent. Donc vous en choisissez une sur les deux, l'autre vous la remettez en bas du paquet et vous la gardez face cachée devant vous. Ça va vraiment bonifier votre stratégie que vous avez déjà commencé ou vous orienter sur une nouvelle. Toi, t'as vraiment maxé ça et c'est Ouais. ce qui t'a fait... J'ai maxé sur les panoramas. Ouais, les panoramas et après là-dessus. Oui, bah en fait ça me permettait de gagner des points en plus par rapport au panorama. Ouais, bon, t'es tombé sur les bons objectifs aussi quand même. Hein. Je l'ai cherché. Voilà. Et il y en a... Ah ben voilà, c'est tout, j'ai fait tous les pouvoirs. Donc du coup, on va avancer comme ça sur les cases pour faire les pouvoirs. La particularité du mode d'avancement de Tokaido et Namiji, c'est que quand vous avancez, eh bien c'est toujours le plus à la ramasse derrière qui va jouer. Donc là par exemple, ce serait au vert de jouer, eh bien il va se placer sur une des cases libres. Il ne peut pas dépasser le ponton, je vous expliquerai pourquoi. Et il fait l'action. Et là, du coup, le plus en arrière, c'est lui. Hop, il fait son action. Lui. Et lui. Et là, oh, c'est le marron le plus en arrière. Ok, il va se mettre là. Du coup, là, c'est le rose. Ok, là. Et puis, des fois, vous allez, en fait... des fois... Alors, pourquoi j'arrive pas à me faire un exemple? Voilà. Lui, il est peut-être à la ramasse. Oui, Hop, mais au moins, il a le temps de faire ça. Et du coup, il rejouera encore parce qu'il est toujours à la ramasse. bien sûr. Le jeu, comme Parks, vous ne pouvez pas retourner en arrière. Et puis, voilà, vous avancez, donc vous essayez de faire petit à petit pour pas rater trop d'étapes, mais évidemment, il n'y a qu'une seule place par étape, sauf si vous jouez à partir de 4 ou 5, certains ont 2 emplacements. Oui. Voilà. À 2 ou 3, c'est un seul... voilà, vous pouvez beaucoup bloquer les autres alors que ça a une ambiance très paisible, etc. Mais vraiment, moi j'ai défoncé le scoring final de Antoine parce que je me suis mis pile sur la case qu'il voulait juste avant l'arrivée. Il a pleuré des larmes de sang. Voilà. Et enfin, vous êtes obligé de vous arrêter au ponton, ici, quoi qu'il en soit. Le premier arrivé se place sur la position qu'il veut, sachant que s'il est ici, il va avoir des bonus, mais il repartira en dernier, alors que si vous vous placez en tout dernier, bah vous serez le premier, du coup, à repartir après. Donc on attend que tout le monde arrive sur le ponton, et celui qui est en première position va piocher autant de cartes de ce ponton que de joueurs plus 1, et ça va être... Donc là 6, puisque je fais un exemple à 5 joueurs, ça va être des pouvoirs en fait, des pouvoirs ou des fois de la nourriture, évidemment je n'en ai pas pioché, voilà, de la nourriture qui font des points de victoire purs, voilà, et sinon des petits pouvoirs qui vont s'activer dans certaines conditions, par exemple ici vous voyez très bien, il y a le petit sigle en haut. Voilà, ça s'active à la face quand vous jetez des offrandes à la mer. Voilà, il vous dit vous pouvez déposer une offrande supplémentaire. Wow, c'est fort. C'est génial. Moi, c'est ce qui m'a permis de me vider de toutes mes offrandes. Voilà, ça vous l'affichez devant vous. Hein, voilà, c'est pas secret, c'est vos pouvoirs. Vous vous servez en premier, vous le passez au deuxième sur la file, donc joueur vert ici. Il va choisir, hop, il passe au prochain joueur, etc., etc. À la fin, il en reste toujours une, on la défausse et on reprend, donc là ce serait le bleu qui avance en premier, etc., etc. Là vous avez tout le jeu. Le petit twist aussi, c'est que la fin, le premier arrivé aura 7 points, le deuxième arrivé aura 5 points, etc., etc. Donc il y a aussi cette petite course de fin. Je pense que je vous ai littéralement tout dit. Voilà, c'est super complet. Et c'est pourtant très familial, parce que bon, là je vous ai littéralement fait l'explication des règles, là vous pouvez jouer, je vous ai fait une vidéo règle, hein, les gars. C'est vrai. J'ai fait une vidéo règle. Ouais, complètement. Mais à votre tour c'est très simple, vous avancez,
d'autant de cases que vous voulez, du moment que vous vous arrêtez au ponton, et vous faites l'action de là où vous êtes. Et toutes les actions sont des mini-jeux différents, des jeux de collection, des jeux de stop ou encore, des jeux de un peu de chance parce que vous allez prendre des poissons que vous savez pas trop, sauf si vous prenez les révélés, et d'agencement, d'optimisation. Il y a vraiment, vraiment plein de petits mini-jeux qui fait que ce jeu est super riche. Moi je l'ai adoré. Alex, toi aussi, hein, de toute façon t'adores Tokaido comme moi. Tokaido, je trouve que celui-là il ajoute des petites variantes de jeu qu'on retrouvait dans les extensions mais qui pouvaient alourdir un petit peu Tokaido, pour certains joueurs en tout cas. Mais là je trouve que c'est vraiment c'est un peu comme un best-of en fait. C'est comme si Tokaido faisait un best-of et là on a le best-of Tokaido, donc Namiji. Je trouve très très beau aussi, hein, comme d'habitude. Ah oui, bah ça, les panoramas sont fous. C'est simple, c'est efficace. Ouais. C'est très très cool. L'aspect du bateau casse-tête là est vraiment très sympa. Ouais, là dans la case, là, le casier. Ouais, c'est vraiment bien. On peut faire vraiment des points, mais juste parfois même en pêchant en groupe et pas à l'hameçon comme ça. Je pense. Toi, t'aimes pas de toute façon prendre des risques et le. Hein. Alors, les crevettes, j'y suis allé à ma partie 4 fois. 3 fois j'ai eu 2 crabes. Dès le début, les 2 premiers trucs qui piochent c'était crabes. J'ai fait que des crabes et le dernier spot, j'ai chopé 5 crevettes. Donc le max. Vous pouvez pas piocher plus de 5 jetons et c'était 5 crevettes. Très sympa, tu vois. Comme quoi, il faut persévérer. Oui, vous avez quand même une proba, hein. C'est 20 crabes et 30 crevettes. Ouais. Donc quand même, j'avais vraiment pas de chance. C'est vraiment qu'il avait pas de chance. Hein. Mais voilà. Donc c'est vraiment très cool. Et en plus, il y a une extension qui sort en même temps. C'est Namiji Aquamarine. Ça va rajouter un tourbillon, en fait, un plateau tourbillon que vous allez mettre ici. Et en fait, ça va avoir un impact de quand vous lancez votre offrande parce que vous allez avoir des emplacements. Donc le premier à jeter une offrande va se placer sur le premier en gros de la spirale et ça va lui donner un bonus. Alors que le deuxième à se placer aura un autre bonus. Donc vous aurez tout un tempo à gérer aussi de quand faire votre offrande. En fait, on sera plus enclin à faire l'action d'offrande, je pense, par rapport au bonus, savoir si c'est un avantage ou pas. Mais les bonus, on est vraiment très intéressants. Ouais, très très cool. Vous allez aussi avoir d'autres crustacés dans votre petit sachet qui vont... Il y en a plein qui sont trop cool. Il y a des cailloux qui valent 0. Il y a des jetons où il y a une crevette et un crabe, mais qui vaut 2 points. Mais bon, vous partez déjà avec un crabe. C'est plus de risque. C'est chaud patate. Et vous avez des crevettes qui toutes seules valent rien, mais avec une deuxième crevette bleue, je crois, ça fait 5 points. Donc voilà, c'est pas mal. Vous avez des poissons multicolores, donc qui peuvent faire joker, donc des poissons arc-en-ciel. Et vous avez des nouvelles cartes de ponton, donc d'objectifs, et des nouvelles cartes de rochers sacrés, donc de petits pouvoirs. Cool. Voilà. Je crois que c'est tout ce que rajoute cette extension. Moi j'ai très hâte déjà, j'adore ce jeu là, mais je trouve qu'avec le tourbillon, le tourbillon me tente très très beaucoup. Le tourbillon d'offrande a l'air vraiment très cool. Voilà, donc gros coup de cœur, famille pour Noël. Enfin famille, hein. Nous on est considérés comme experts initiés. Pour Noël et puis pour après. On s'est éclaté, et oui, voilà. On espère qu'il va rester très longtemps dans une référence de jeu comme ça à jouer en famille parce qu'il est... Il est très très cool, vraiment. Voilà. Très, Tokaido a eu son temps, vraiment son âge d'or. Maintenant, bon, il commence à se faire vieux. Namiji prend la relève avec brio, je trouve. Donc voilà, on vous dit à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.